Dans l'actualité de ce mercredi 23 février, elle était dans son appartement quand hier une partie de son immeuble s'est effondrée. Chloé n'a pas été blessée, mais depuis la jeune femme est sous le choc. Elle n'a plus accès à son logement et elle devra rester dans un hôtel au moins pour une semaine. Vous entendrez son témoignage dans ce journal. J-2 avant le salon de l'agriculture de Paris, un moment toujours très attendu par la profession, d'autant plus qu'il n'a pas eu lieu depuis 2 ans à cause du Covid. Dans le Rhône, les agriculteurs sont nombreux à faire le déplacement. Nous sommes allés rencontrer un viticulteur avant son départ demain matin. Et enfin, une idée sortie pour la fin des vacances. La maison d'Isieux propose une visite inédite. Un casque immersif à 180 degrés qui permet aux visiteurs de remonter le temps et de découvrir d'une autre façon ce haut lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Chloé était dans son appartement quand son immeuble s'est partiellement écroulé hier sur la route de Genasse dans le 3e arrondissement de Lyon. Si la jeune femme n'a pas été blessée, elle est encore très choquée de ce qu'il s'est passé. Louis Léger est allé recueillir son témoignage. Après l'effondrement d'hier, l'une des habitantes présentes dans l'immeuble à ce moment-là est revenue dans l'espoir de récupérer ses affaires. Elle témoigne encore choquée. Donc on était présents dans l'appartement quand c'est arrivé. Voilà, on a entendu un gros bruit d'explosion et un gros tremblement. Je pense que c'est le moment où ça s'est écroulé. Mais vu que c'était de l'autre côté, donc moi j'ai pas senti le sol s'écrouler sous mes pieds parce que vu que j'étais de l'autre côté. Donc le sol ne s'est pas écroulé sous mes pieds. Donc le temps d'ouvrir la porte, par contre quand j'ai ouvert la porte, il y avait encore les escaliers, mais avec plein de fumée. Donc le temps de sortir, on ne voyait plus rien. Sur le coup, elle ne réalise pas ce qui vient de se produire. Donc, il y avait la porte de ma voisine au rez-de-chaussée qui était grande ouverte. Donc je me suis dit que ça venait de chez elle. Et le temps de sortir, de me retourner, de me rendre compte qu'en fait c'est pas une explosion de gaz, c'est l'immeuble qui a écroulé. Et en fait quand je suis arrivée en face de l'immeuble, que je me suis retournée, que je me suis rendu compte que c'est tout le côté gauche qui s'est écroulé finalement. Des travaux avaient lieu depuis plusieurs semaines à côté, alors elle s'interroge. Au moment où c'est arrivé, ils étaient en train de bosser finalement. Mais pas en train de creuser, donc je sais pas parce qu'il n'y avait pas de bruit. D'habitude on entend quand ils sont en train de creuser ou piquer ou faire un truc extrême. Cette habitante ne pourra pas rentrer chez elle ce soir. Pour les 6 prochains jours au moins, elle dormira à l'hôtel et ne pourra pas récupérer ses affaires. 2,019 € le litre de sans-plomb 98. Depuis plusieurs semaines, le prix de l'essence ne cesse d'augmenter. Il a même battu un nouveau record dans cette station essence de Villeurbanne. Alors, du côté des automobilistes, on oscille entre agacement et résignation, même si certains essayent de prendre ça avec humour. Écoutez. Ah putain, pardon pour l'expression, mais c'est très cher quand même. Hein. Ah bah c'est ça, l'avenir c'est le cheval, hein. Ou le vélo. On va prendre plus de transports en commun. Et on va faire comme ça, on ne pourra plus travailler sur Lyon, c'est impossible. Voilà. Maintenant, il faut rouler à l'éthanol, c'est pas trafiquer les voitures. Mais après, c'est plus pris en garantie, donc c'est un peu merdique, quoi. C'est un peu, c'est mal fait, quoi. C'est très mal fait. On regarde plus parce que ça nous fait peur. Sinon, on tourne plus, on s'en va plus, enfin, on part plus en vacances, on fait plus rien. Mais enfin, c'est nous qui en subissons toutes les conséquences. Voilà. Là, du coup, moi, j'ai mis 20 € et au lieu de faire le plein, je mets 20. Même si ça revient au même, au final, mentalement, ça fait moins mal qu'un plein. J'ai pas le permis non plus depuis hyper longtemps et c'est la première fois que je vois ces prix-là. Donc ouais, c'est la loose. En bref, le sénateur Les Républicains Étienne Blanc a annoncé ce mercredi apporter son parrainage au candidat Éric Zemmour. Dans un communiqué, il explique son choix comme étant, je cite, « dans l'intérêt de notre pays ». Mais il rappelle dans un deuxième temps que ce parrainage ne vaut pas soutien. Il reprend ainsi les propos de Gérard Larcher, président du Sénat. Aller directement au contact des personnes éloignées du monde du travail, c'était l'objectif du job dating organisé tout l'après-midi à Vaux-en-Velin. Pendant plus de 3 heures, entreprises et candidats ont pu directement échanger. Un moment privilégié pour les deux côtés. Écoutez. Je suis ici aujourd'hui, c'est justement pour recruter, pour retrouver des candidats, parce qu'on est en zone pénurique. Dans la logistique, ça ne recrute pas très bien. Nous, on ne regarde pas si vous avez fait X, Y, Z. Non, on veut vraiment recruter des compétences, peu importe que vous ayez été éloigné ou pas de l'emploi. On recrute des jeunes, des moins jeunes, des âgés, des moins âgés, peu importe, que des compétences. J'ai rencontré des personnes avec des profils super et qui peuvent correspondre justement à ce qu'on recherche. Si sur la table, on les accompagne tant au travers des formations,
formation à travers la mise en place des navettes pour les accompagner justement à retrouver du travail. Oui, complètement. J-2 avant le salon de l'agriculture de Paris. Après 2 ans, cet événement fait enfin son grand retour. Un moment important pour toute la profession et dans la région. Ils sont nombreux à monter sur Paris pour ce salon. Amélie Duchamp est allée rencontrer l'un d'eux, un viticulteur, avant son grand départ demain matin. Nous sommes à Saint-Lager, dans le Beaujolais, et ici c'est un petit peu le calme avant la tempête. Le vent est déjà parti depuis vendredi dernier et il ne reste plus qu'à le rejoindre. C'est ce que s'apprête à faire Guillaume Dumontet. Il va s'occuper du stand Beaujolais au salon. Alors Guillaume, expliquez-nous, le salon de l'agriculture, c'est un événement à ne pas rater. Oui, c'est vraiment un événement à ne pas rater. C'est la vitrine pour l'agriculture et la viticulture en France, voire même dans le monde, je disais. Et c'est vraiment un moment où on montre toutes nos belles choses, le Beaujolais, nos beaux paysages, nos beaux terroirs. On parle à la fois donc des Beaujolais villages, de tous nos 10 crus. Et puis il y a les différentes couleurs, donc on fait surtout du rouge, on est surtout connu pour ça, mais on emmène aussi nos Beaujolais blancs et nos Beaujolais rosés qui sont moins connus et que les gens apprécient et découvrent au salon. Alors le salon de l'agriculture, vous le faites depuis 2018. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors depuis 2018, on a beaucoup évolué, on a vraiment eu de belles choses qui sont arrivées au Beaujolais, on a bien avancé et puis même moi en termes personnel, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à trouver des gens sur Paris, des restaurants et des liens avec par exemple les bistrots Beaujolais et aussi les compagnons du Beaujolais de Paris qui sont intéressants et qui nous poussent sur Paris. Et ben voilà, donc départ demain pour Paris pour préparer ce salon qui ouvrira ses portes au public samedi. Un frigo pour lutter contre le gaspillage alimentaire et pour aider les personnes en difficulté financière. C'est l'idée qu'a eu un agriculteur de Fleurieux sur l'Arbrelle, installé depuis plus d'1 an. Son frigo rencontre un franc succès, un reportage d'Amélie Duchamp. Il y a un peu des pleurotes, des petites pommes de terre, des endives, des grosses carottes. Des carottes trop grosses, quelques feuilles flétries sur une salade et ces légumes sont dédaignés par les consommateurs. Plutôt que de finir tristement à la poubelle, ni une ni deux, ils viennent remplir le frigo du GAEC du jardin fleurinois. Tous les soirs, on met entre 5 et 15 kilos de légumes qui sont plus ou moins jolis, mais qui sont quand même moins consommables. Après, bien souvent, les retraits se font soit le soir à terre, soit de bonne heure le matin, discrètement, comme ça les gens ils viennent quand ils sont tranquilles. Un frigo anti-gaspi qui permet à l'exploitation d'être presque zéro déchet, sauf pour certains aliments. Ils n'aiment pas le panais. Mais sinon, oui, la salade, les carottes, tout ça, ils aiment bien. Quand on met des champignons, c'est pareil. L'autre fois, le boulanger il m'avait donné des bugnes aussi qui étaient de la veille. Ça fait toujours plaisir, c'est la personne qui prend les bugnes. En 2019, David Perel a l'idée de ce frigo. Sensible aux questions sociales, il sait que ceux qui sont dans le besoin n'osent souvent rien demander. Il décide de leur donner un coup de main discrètement. Les gens, ils peuvent venir, ils n'ont rien à demander à personne, ils n'ont pas de dossier à remplir. En fin de mois, ils sont coincés, ils viennent chercher quelques légumes pour faire un plat. Et au moins, c'est discret, c'est pas dans le centre du village. On a installé une boîte à livres à côté. Comme ça, on ne sait pas si les gens viennent chercher un livre ou des légumes. David Perel espère que d'autres frigos solidaires verront le jour à la campagne, qui n'est pas épargnée par la précarité. C'est une toute nouvelle expérience que propose la maison d'Isieux. À l'aide d'un casque de réalité virtuelle, les visiteurs se retrouvent projetés dans les lieux durant la Seconde Guerre mondiale. Une façon inédite de découvrir ces lieux chargés d'histoire. Maïva Komsi et Lola Colomba. Aujourd'hui, la salle de classe est vide, mais avec le casque de réalité augmenté, elle reprend vie. Quand nous sommes arrivés à Isieux, c'est Miron Zlatin et sa femme Sabine qui se sont occupés. Les témoignages des enfants et des adultes de l'époque ont été lus et enregistrés à voix haute. Pour les visiteurs, l'immersion est totale. On se sent vraiment projeté comme à l'époque et ça prend vraiment au cœur de se dire... on s'imagine déjà la difficulté des gens, de ce qu'ils ont vécu, mais alors là, d'être en plus avec eux, ça rend vraiment les choses encore plus prenantes. Un voyage dans le temps, presque 80 ans en arrière, en 1944, avant que les enfants de la maison d'Isieux soient déportés à Auschwitz. L'artiste a choisi de les représenter ici, sous forme de silhouettes lumineuses.
Il recrée des silhouettes d'enfants, il recrée sans aspect figuratif. C'est une expérience pour nous très intéressante à Isieux parce qu'elle est innovante. Elle donne vraiment à voir une réalité, mais une réalité, encore une fois, qui n'a pas été reconstituée. C'est une évocation très, très poétique, très sensible. Pas question donc d'augmenter la réalité, mais de créer des images pour que l'histoire des enfants de la maison d'Isieux reste gravée dans les mémoires. Le matin de la rafle, nous étions tous descendus au réfectoire pour le petit déjeuner. Et personne ne donna l'alerte.